Salut à tous et bienvenue sur Nouvelle École, c'est Antonin qui vous parle. Juste avant de commencer, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode de Nouvelle École, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud en cliquant sur suivre et sur iTunes en cliquant sur s'abonner. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Tout de suite, Nouvelle École. Je crois que l'épisode peut démarrer. Charmé. Donc, bienvenue à tous sur Nouvelle École, je suis avec Walé Badamossi Oyekambi. Enchanté Antonin. J'ai bien dit le nom? C'est parfait. Et ben, je suis hyper content. Walé, c'est le fondateur de Derwin. Derwin, c'est une agence d'entertainment à Paris et ton but, c'est de devenir le meilleur entertainer du monde. De créer et d'être le patron de la meilleure agence d'entertainment du monde. Amen. En fait, t'es un peu la raison pour laquelle les gens passent leur temps à mater du contenu et des séries. Coupable. Coupable. Et ça te vient d'où, du coup, en fait, donc t'as créé une agence en 2011. Absolument. Là, vous avez plus de 40 employés. Absolument. Vous êtes dans plusieurs bureaux. Vous êtes à Ouais. Paris, vous êtes à Berlin. Tu penses peut-être t'implanter dans d'autres continents. Exactement. Et ça te vient d'où, en fait, cette passion pour l'entertainment? La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « Je veux devenir le meilleur entertainer du monde et je veux améliorer, en gros, le quotidien des gens. » Mais avec pas changer le monde, mais changer un peu la vie des gens. Ouais, je pense que la vie est dure. Peut-être que la nôtre à Paris, en France, ça va et pourtant on s'en plaint beaucoup. Pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir passé 1 an et demi à faire le tour du monde, j'ai vu que les gens partout étaient heureux, mais que les histoires, les émotions, c'est un moyen en fait d'être un peu plus heureux, quoi. Là, c'est quelque chose qui fait qu'on est homme en fait, les histoires. Tu vois, ça remonte à la nuit des temps et le feu qui rassemblait les gens, et qui rassemblait les tribus, et on se racontait des histoires et on passait un meilleur moment. La nuit était moins effrayante, la journée était plus rassurante, on avait moins faim. L'entertainment a cette vertu-là en fait. Et aujourd'hui, dans un monde où tu peux avoir de l'entertainment dans tous les sens, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider le monde à être plus proche. Je considère que un Chinois ou un Russe et un Américain qui regardent Breaking Bad ou Narcos, ils ont des trucs à se raconter, quoi. Tu vois, alors les nations sont peut-être ennemies, mais ils se retrouvent autour de Pablo Escobar. Donc tu rapproches les gens avec des histoires. Exactement. Et c'est un truc que t'avais déjà... ça t'est arrivé quand, en fait, cet intérêt pour les histoires, L'entertainment, c'est marrant, je m'en souviens assez précisément. Ça remonte à 2000. 2000. L'année Ok. 2000, en fait, je suis rentré à l'université. J'ai eu une enfance, une adolescence, somme toute, classique. Et en arrivant à la fac à Dauphine, j'ai assisté à une diffusion d'une vidéo pendant mon week-end d'intégration. Et pendant ce week-end d'intégration-là, en fait, les équipes vidéo avaient filmé des reportages, avaient mis en musique, mis en images, et ils ont montré ça quasiment en temps réel. C'est-à-dire que 2 heures après qu'on ait fini le week-end, les équipes de Channel 9 avaient monté et mis tout en images, et ont diffusé ça, et ça m'a mis une claque, en fait. En amphi, c'est ça? Donc, C'était pas en amphi, c'était même sur le lieu du week-end d'intégration, quoi. Ok. Donc on était genre le dimanche midi ou le samedi soir, on avait passé 2 jours de folie, et puis ils avaient tout édité, un peu comme une vidéo de week-end, et ça cartonnait. là, tu te dis trop la classe. Et je me suis dit, en fait, la charge émotionnelle que j'ai vécue à ce moment-là avec 400 autres personnes de ma fac qui se connaissaient pas, où on a créé un esprit de corps, un esprit de promo, qui sont des gens avec qui je suis encore pote 15 ans après, je me suis dit, l'impact de cet événement-là, de ces histoires sur moi est phénoménal. Et j'adore ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très généreux d'aider le monde en fait à se divertir. Tu vois, c'est pas de la littérature, c'est pas du théâtre, c'est vraiment une forme d'entertainment qui te fait sourire, qui te change les idées, qui te permet de partager un bon moment avec ta famille, qui te permet de partager un bon moment avec des amis, qui te permet de voyager, de te cultiver, et qui permet finalement de mettre un peu de joie, un peu plus de joie dans le quotidien des gens. Et quand j'ai vécu du coup ce week-end d'intégration, je me suis dit mais en fait l'entertainment c'est absolument ce que je veux faire, j'adore ça. Je n'y connais rien, mais j'ai envie de faire ça. Ils ont vraiment ancré ce souvenir dans ta mémoire. Ouais, c'était très fort. C'était vraiment fort de voir l'impact que peut avoir une émission, un contenu, une histoire qui te parle en fait. Tu vois, diffusé au bon moment, à la bonne personne, ça marche quoi. Tu t'en souviens. Tu vois, tu te souviens, les gens ont un film préféré, une chanson préférée, une série préférée, tu vois. Ça fait vraiment partie de la vie des gens. Et je trouve que c'est un travail qui est noble en fait. On sauve pas des vies. Clairement, c'est pas la noblesse d'un médecin, mais je trouve que c'est intéressant d'aider les gens à aller un peu mieux quoi. Tu vois, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on entre actuellement, je pense qu'un peu de légèreté, ça fait de mal à personne. Ouais, t'injectes des petites doses de bonheur, c'est ça? Exactement, Dans des le petites, quotidien des gens. exactement, c'est des petites capsules de bonheur et je trouve ça, et puis c'est des capsules de bonheur individuelles mais que t'as envie de partager. C'est-à-dire quand tu vas en soirée, tu vas en week-end, tu vas au travail, est-ce que t'as vu cette dernière série? C'est cool. Est-ce que t'as suivi ce film? Est-ce que t'as joué à ce jeu-là? C'est les histoires que tu partages avec tes proches, quoi. Tu vois? C'est
quelque chose qui est facile à raconter, qui est accessible et qui est très populaire. Et moi, j'aime beaucoup le côté populaire de l'entertainment. Tu vois, pas de classe, pas d'âge, tout. Voilà, c'est des histoires qui parlent à tous. Moi, ce qui me plaît beaucoup, personnellement, c'est l'universalité. C'est des histoires qui parlent à tous, en fait. On est à 6 ou 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Être capable d'accompagner ou de produire des contenus qui vont parler à 7 milliards d'êtres humains et les rapprocher et annihiler, finalement, les différences entre les hommes. Je trouve ça sain, en fait, dans une époque où certains veulent créer des murs. Ouais, c'est comme une bonne chanson, comme un bon tableau, ça arrive toujours à traverser les cultures, etc. Exactement. Et toi, en fait, donc à un moment, t'as eu ce petit choc là avec cette vidéo. Avant ça, tu te dirigeais pas trop vers l'entertainment? T'étais à Dauphine, tu comptais faire quoi? Alors, je suis rentré à Dauphine pour étudier les maths et les stats. Ah ouais? Ouais, absolument. Donc, j'étais parti pour faire de la diagonalisation et des matrices et du Excel le reste de ma vie. Et en fait, quand j'ai découvert l'audiovisuel, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Et en fait, j'ai quasiment très peu été en cours. J'ai fait que les TD, j'allais jamais aux amphis. Je passais mon année à faire des stages et des boulots en audiovisuel. Et à l'issue de ça, j'ai fait un master spécialisé en audiovisuel. Tu faisais quoi comme stage? Alors, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi le début, le moment où tu t'es intéressé. Ouais. Comment est-ce que tu as fait ensuite pour acquérir la connaissance et la... Alors, c'est assez intéressant. J'ai commencé en fait sur une émission télé parce que la chance que j'ai eue, c'est que dans cette université, il y avait des anciens qui avaient commencé à travailler dans l'audiovisuel. Donc en gros, on avait un réseau. J'ai démarré avec un réseau qui m'a permis de trouver des premiers stages. À cette époque-là, donc c'était en 2001, les stages étaient gratuits, donc t'avais pas les 537 € ni les tickets resto, donc en fait tu perdais de l'argent à aller bosser et aller apprendre. Les stages n'étaient pas obligatoires, mais moi je me disais mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire plein de choses, c'est comme ça que je vais démarrer. Donc tu étais prêt à le faire gratuitement parce que t'apprenais? Ah ouais, mais bien sûr. Enfin tu vois, if it's free, you're the product. Ah c'était toi le produit, c'est ça? Non, j'étais pas le produit, je me servais de cette expérience-là, quoi. Donc, j'ai commencé en fait en 2001 sur une émission de télé qui s'appelle la Star Academy. Ok, que je connais. Que tu connais, que les gens connaissent, où je travaillais en fait sur le casting de cette émission-là. Ah ouais. Donc j'étais chargé en fait de filmer les candidats et de sélectionner les candidats qui allaient peut-être aller dans le château de la Star Academy. Tellement bien, tu faisais ce qu'a fait la nouvelle star ensuite là un peu. Exactement, ce qui est les castings. Donc je travaillais là-dessus pendant 2 mois. Super bien. En deuxième année, j'ai décidé de faire un deuxième stage où là, j'ai voulu trouver un stage tout seul et je me suis retrouvé en fait dans un studio de post-production. Donc j'ai découvert en fait le montage professionnel vidéo. Donc comment est-ce que tu racontes une histoire en rythme, comment est-ce que tu cuts, comment est-ce que tu fais des effets, comment est-ce que tu racontes une histoire concrètement une fois que tu as tout filmé. Donc ça c'est un stage de 2 mois la deuxième année. T'avais une direction dans ta tête claire de là où tu voulais aller ou pas du tout? Tu savais juste que t'avais un intérêt général pour le truc et tu voulais piocher un peu? Je pense qu'une de mes qualités c'est la curiosité et j'ai toujours été curieux de voir comment les choses fonctionnaient. Un peu comme un horloger qui est bon parce qu'il va démonter des horloges, les remonter et donc du coup comprendre le fonctionnement. Et moi l'idée c'était ça, c'était de me dire je vais du côté de la production, voir comment ça marche une production d'émission télé. Après je vais au niveau de la post-production pour voir comment est-ce qu'on post-produit une histoire et puis en fait au fur et à mesure j'ai continué. La troisième année du coup je suis arrivé dans une chaîne de télévision carrément. Donc j'ai vu la production, la post-production puis la programmation, le choix éditorial des contenus. Donc je sélectionnais en fait tout l'été, je regardais 8 films par jour. Je regardais 8 téléfilms TF1 par jour. Oh putain. Et je faisais des fiches et j'aidais les équipes de la programmation à définir qu'est-ce qui allait passer à l'antenne dans les mois à venir. Donc ça, hyper intéressant, pareil, tu vois. Boulot très très différent mais très intéressant, qui a aussi aiguisé mon sens artistique. Comprendre que ce que tu aimes, n'est pas forcément ce qui va plaire au plus grand public. Ouais. Apprendre en fait à te mettre à la place des autres, à réunir les gens autour de choses qui ne te parlent peut-être pas, mais qui parleront à un grand nombre de personnes. Et comment tu fais alors pour te mettre dans les chaussures des autres c'est déjà être humble, c'est de se dire qu'en fait notre vécu, notre vision, notre situation, moi à l'époque j'avais 23 ans, j'étais un jeune noir à Paris, et je devais programmer des émissions de télé pour TF6, donc du coup l'après-midi pour des femmes françaises de moins de 50 ans qui ne travaillaient pas. Donc du coup t'apprends avec des professionnels, t'apprends aussi en te trompant beaucoup, t'apprends en étant ouvert et curieux et en écoutant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ce choix que tu as fait n'est pas juste. Et au fur et à mesure de ces allers-retours avec mon supérieur hiérarchique qui est resté un bon ami, j'ai appris finalement à ce que c'était que la programmation et l'acquisition de bons contenus. Et en fait, après ce parcours, t'as travaillé ensuite dans la télé. Absolument. Et ensuite, un jour, t'as décidé
de prendre un peu ton envol entrepreneurial. Alors j'ai l'impression que tu disais que c'était parce qu'il y avait des gens qui avaient voulu que tu travailles pour eux à un moment, et toi tu voulais continuer à avoir un champ d'action assez large, et que c'est pour ça que tu avais monté ton agence en fait, pour pas te... Alors, si je fais un fast-forward un peu plus loin, donc en 2011, quand je monte Derwin, la situation est la suivante. J'ai passé quasiment 8 à 10 ans dans l'audiovisuel. Donc à l'époque, j'ai 26... j'ai commencé à 17 ans à travailler en stage. Donc j'ai passé 10 ans en Attends, à audiovisuel. 17 ans, t'étais déjà à la fac? Ouais, j'ai un an d'avance. J'avais un an d'avance. Bien joué. Donc à 17 ans, je commence à bosser. Vers 26 ans, en fait, après avoir refusé des CD, fait le tour du monde, voyagé, je me rends compte qu'en fait, l'audiovisuel, j'adore ça, mais que c'est limité. Tu vois, à l'époque, t'as pas YouTube encore beaucoup. T'as peut-être Dailymotion, mais très vite fait. C'était bouché? C'était bouché, c'est-à-dire? Dans le sens, les opportunités... Non, absolument pas. Moi, j'étais en place. Vraiment, j'étais vraiment en place dans l'audiovisuel. On me proposait un poste. J'avais un profil créatif qui intéressait. Vraiment, j'aurais pu continuer dans l'industrie très naturellement, mais je me suis dit à ce moment-là, le digital est un game changer. Je ne connais rien en digital. J'ai 27 ans. Si je n'apprends pas maintenant comment fonctionne le digital, dans 5 ans, 10 ans, je serai un dinosaure. Un dinosaure de la télé. Et c'était ce que je voulais absolument éviter. Donc, j'ai accepté en fait de redémarrer à zéro, de faire le constat que le meilleur endroit pour moi, pour apprendre le digital, la communication digitale, les médias sociaux, c'était de partir en agence de pub. Et après avoir fait un projet personnel qui s'appelle mypelouse.com, j'ai été recruté par Buzzman. Attends, mypelouse.com qui était le truc pour aller à la Coupe du Monde Absolument. En 2010, tu peux raconter un peu? Alors, ne connaissant rien en digital, je me suis dit, il faut pas avoir honte de faire des projets pour apprendre et découvrir. Ouais. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre, de se tromper et puis d'avancer. Donc, est-ce que tu penses que c'est la honte qui bloque des gens? je pense que la peur, non, je pense peur que c'est pas la honte, je pense que c'est la peur de l'échec, la peur du jugement qui bloque souvent les gens. C'est la timidité, la peur de sauter le pas. C'est vraiment le reflet de que vont penser les gens de moi, qu'est-ce que je vais penser de moi, que va penser ma famille, que va penser mon entourage, que vont penser mes collègues qui ont continué dans le même chemin alors que moi j'ai pris des risques. Tu vois, c'est l'idée d'être un animal différent, isolé qui fait peur. Tu vois, on est des êtres humains de groupe. Donc du coup, c'est pas normal pour nous de pas appartenir au groupe. Et je pense que la dimension entrepreneuriale nécessite de se distinguer, de faire quelque chose de différent, quoi, de pas rentrer dans le lot. Ok. Donc je me suis réuni avec des amis pour mon anniversaire. C'était en 2010, donc j'avais 27 ans. Et je me suis dit, les mecs, ça serait mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde. Mais ça serait encore plus mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde gratuit. Évidemment. Ça, c'était à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 2010. Et en fait, on a eu une idée avec mes camarades, c'était de créer un site internet pour lever de l'argent. Donc en 2010, faire un petit Kickstarter, un petit projet de crowdfunding. On a créé un site qui s'appelle mypelouse.com, autour d'une équipe de 11 personnes, donc 11 joueurs de foot passionnés, dont je faisais partie, et qui invitait les gens à financer leur voyage autour de la Coupe du Monde à travers un site internet et à travers une diffusion, une distribution de contenu digitaux cool. Donc, on avait fait un site internet avec des carottes pelouses qu'on vendait 1 euro le pixel. Donc le but c'est de faire 40 000 euros. C'est ni plus ni moins qu'une pompe de million dollar homepage. C'est clairement une pompe mais que j'ai réactualisé. On a fait des flash mobs, on allait voir les mecs de RMC, on avait un canapé en pelouse qu'on trimballait partout dans les fan zones. Et l'idée c'était vraiment de créer l'attention et des RP pour qu'on génère du trafic sur le site. En générant du trafic sur le site, attirer des annonceurs, faire de l'argent, voir la finale. Et alors? 40 jours. Échec monumental. En 40 jours, on a levé 4 000 euros. Ouais, par contre, là où on a bien réussi, c'est qu'en 24 heures, on a fait RTL, Europe 1. En une semaine, on a fait LCI, Canal+. Donc les gens voulaient entendre l'histoire. Les gens adoraient l'histoire qui était ils vendent de l'herbe pour aller voir la finale de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que tu penses tu dis que c'était un énorme copycat de Million dollar homepage. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas une bonne idée de s'inspirer des trucs qui marchent déjà, surtout quand on commence et qu'on crée des... Après, parce qu'il y a un petit peu de snobisme, je pense, par rapport à... Parfois, les gens veulent pas faire des choses qui ressemblent à ce qui a déjà été fait aux États-Unis, par exemple. Moi, je pense qu'à l'inverse, c'est plutôt une bonne idée de commencer par ça, tu vois, de prendre les choses qui ont déjà marché,
d'essayer de les refaire, et ensuite ça te donne déjà une première expérience, tu peux construire dessus, tu vois. En fait, je pense que chacun construit son parcours par quelque chose qui lui convient. Il y a des personnes qui veulent entreprendre en partant de zéro, en ayant un sentiment d'appropriation très très fort. C'est-à-dire, je veux innover. Je veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Il y a 7 milliards d'êtres humains. Je veux être le premier à faire et à réussir ça. C'est très très dur. Il faut pas se cacher, il faut pas se mentir. C'est très très dur. L'humilité parfois de se dire, je vais démarrer en reprenant, m'inspirant de quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose il n'y a pas de honte à avoir à faire ça. $1 000 homepage, on l'a repris parce qu'on s'est dit, c'est pas un business qu'on crée en fait, on crée un projet personnel, rigolo, ludique, pour lever un peu d'argent et pour aller faire les couillons en Afrique du Sud. Donc nous on l'a fait et on s'est amusé, on l'a réinventé parce qu'en gros on a produit des contenus, produit des vidéos, fait des flash mobs, fait des photos, ouvert Facebook, ouvert Twitter, publié beaucoup de contenu. Tu étais surpris que la sauce prenne aussi bien avec les médias? Je connaissais rien au RP, rien du tout. Et je me suis rendu compte que si t'avais une bonne histoire, si t'avais le bon message au bon moment pour la bonne personne, ça marchait. Et le message qui était ils vendent de l'air pour aller à la Coupe du Monde, au moment de la Coupe du Monde en France, ça avait du sens. Et c'était le bon moment. Et ça a cartonné en RP. Échec cuisant en termes de financement et de crowdfunding. Ouais, mais super école. Super école. C'est-à-dire que en 40 jours, et 40 jours et 40 nuits, parce qu'on a vraiment bossé intensément, j'ai découvert en fait comment fonctionnaient les médias sociaux, comment fonctionnaient les RP. Et ce que j'ai appris en 40 jours, c'est ce qui me sert aujourd'hui après 5 ans de carrière en pub. Et est-ce que c'est pas un bon concept, ça, ce genre de petites expérimentations sur des durées limitées, tu vois, 30 jours, 40 jours, où tu essaies de faire un projet, il y a une deadline qui est claire, et du coup, tu as un résultat qui est évident. Et est-ce que c'est pas une bonne manière de tester des choses, justement? Moi, je trouve que c'était vraiment hyper bien, parce que c'était un travail d'équipe, où on était tous au même niveau, on était tous impliqués par un but et une vision qui était partir tous voir la finale Coupe du Monde à Johannesburg. Donc c'était un projet super excitant, avec des moyens, c'était quelque chose qui était à la fois réaliste et irréaliste. Donc suffisamment réaliste pour que ça soit concret, que tu dises mais ça serait génial d'aller voir la finale de la Coupe du Monde, et assez fou pour se dire si ça marche pas, c'est pas grave, mais je me motive à le faire. Je pense que c'est une très bonne manière de fonctionner. Je pense que c'est ce que reprend la méthode agile en fait, d'avancer sur des runs courts, limités dans le temps, et de faire des itérations. Et clairement, c'est ce qu'on a fait aussi sur le projet. Je connaissais pas du tout cette méthodologie-là à l'époque. Évidemment, on l'a fait instinctivement, mais pour moi, c'est une super manière de faire un projet à fond, faire un bilan, faire un post-mortem, voir ce qui a marché, voir ce qui a pas marché. Et moi, ma carrière aujourd'hui, elle aurait pas été du tout la même si j'avais pas eu ces 40 jours-là. Ça a complètement fait basculer la carrière, la trajectoire que j'ai pris professionnellement. Parce qu'ensuite, t'as donc fondé Derwin. Alors, j'ai pas fondé Derwin directement ça. Avant ça, je me suis intéressé aux écoles digitales à Paris. Okay. Je voulais un endroit où je puisse apprendre la création digitale, la communication digitale. Il se trouve que grâce à MyPelou, je m'étais mis sur Twitter, que j'utilisais très peu avant, mais que là, dont j'ai vraiment vu l'intérêt sur ce projet-là, en termes de branding. Et m'étant mis sur Twitter, j'ai vu une agence qui s'appelle Buzzman lâcher un tweet, cherche community manager. J'ai pas fait des études de community manager, je suis pas un spécialiste du digital, tout ce que j'ai fait, c'est un projet à la con, pendant 40 jours, qui m'a donné la visibilité en utilisant astucieusement les médias sociaux. L'agence me séduisant, j'ai répondu très rapidement au tweet, et j'étais sélectionné pour passer un entretien. Je suis allé passer l'entretien, et ils m'ont dit, voilà, nous, le fait que t'aies fait Dauphine, qui est une bonne école, on s'en fout. Le fait que t'aies fait 5-6 ans en télévision à créer des formats et des émissions internationales, on s'en fout. Le fait que t'aies voyagé, fait le tour du monde, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que t'as appris à faire en 40 jours avec ton projet. Prendre une marque qui n'existe pas, avec 0 budget, créer de l'attention autour d'une marque auprès des médias et des RP, utiliser intelligemment les médias sociaux pour capter de l'attention, et mettre en avant le message que tu avais à faire passer. Ça, ce que tu as appris à faire, c'est la communication. Donc tu veux dire que sur 10 ans d'études et d'expérience, etc., ce qui t'a vraiment permis d'avoir ce job, qui a ensuite défini plus ou moins la suite, c'est ces 40 jours que tu as passé à délirer pour partir en Afrique du Sud. Exactement. C'est la force des side projects. C'est la force des projets qui te stimulent énormément, et c'est la force de ce qui te motive, en fait. C'est pour moi une super leçon aussi de recrutement. De pas recruter un profil sur la base de ce qu'il a fait académiquement seulement, mais aussi de recruter sur la base de ce qu'il a démontré, au niveau de la passion, au niveau de l'engagement, au niveau des résultats, au niveau de la réussite ou de l'échec. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi dans la manière dont aujourd'hui je recrute les équipes. Je recrute principalement des gens qui ont fait des choses à leur niveau, à leur échelle, mais qui ont fait des choses, qui sont des faiseurs.
Parce que je crois que tu bâtis une meilleure entreprise si tu t'entoures de gens qui ont cette capacité, en fait, à partir du néant et à construire. Tu cherches des gens qui sont autonomes et créatifs en quelque sorte. Qui sont autonomes, pas que, parce qu'il y a un vrai rôle de management dans une équipe. C'est-à-dire qu'en gros, si t'as le meilleur joueur du monde mais que tu sais pas le coacher. Parce que ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'ils aient déjà créé des choses par eux-mêmes. En fait, Exactement. dans leur coin. Exactement. Parce que les petits projets dans ma chambre. Exactement, ce que j'aime dans le petit projet dans sa chambre, c'est la motivation que ça demande, l'abnégation que ça demande, les heures passées que ça demande pour un résultat qui est parfois bien, parfois même souvent pas terrible, voire nul, et l'absence de peur de l'échec. À partir du moment où tu entreprends, c'est que t'as moins peur d'échouer, en fait. 90% des gens qui ont envie d'entreprendre n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Donc moi, je préfère recruter les 10% de gens qui ont entrepris, qu'ils aient réussi ou qu'ils aient échoué. Parce que je sais qu'ils n'ont pas peur. Autant. Tu crois qu'ils n'ont pas peur? Ils ont moins peur, en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait un projet, que tu t'es investi dans quelque chose, que tu as eu suffisamment de motivation en toi ou dans le projet pour faire la chose. Et je pense que les idées, c'est facile à avoir. Les idées, je dis souvent à mes équipes, l'idée, c'est 1% du projet. L'exécution, c'est 99%. Le monde est rempli d'idées dans des tiroirs. Combien de personnes... Est-ce que c'est vraiment si facile que ça d'avoir des idées? En fait, une très très bonne idée. Est-ce que c'est pas plutôt différent. un multiplicateur, non. Tu vois? En fait, avoir des idées, c'est très facile. Avoir des très bonnes idées, c'est très difficile. Et avoir des bonnes idées bien exécutées, c'est le Graal. C'est là que t'as un... C'est le Graal. Mais je pense que tu peux réussir avec des mauvaises idées bien exécutées. Je pense que tu ne peux pas réussir avec des bonnes idées mal exécutées. Et je pense surtout que Donc tu penses que Facebook, mal exécuté? Non, mais Facebook n'a rien créé, en fait. Mais c'était quand même une bonne idée. Facebook, je sais pas si Facebook était une bonne idée. Tu vois, l'idée à la base, c'est un livre pour les classes. C'est pas, Facebook, le réseau social, c'est une idée qui est venue longtemps après. L'idée de démarrage de Facebook qui est... L'idée à la base, c'est un genre de répertoire des élèves. Ouais, exactement. Tu peux aller voir Mais chaque ça, élève. c'est pourri comme idée. L'idée est pourrie. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de créer un réseau social. Tu vas pouvoir poster du contenu, te connecter à la terre entière. Ce que c'est devenu ensuite, c'est la plateforme pour stalker tous les élèves de l'école. Exactement. Mais donc, du coup, c'est le développement de cette mauvaise idée qui les a amenés à la bonne idée. Mais l'idée de base sur laquelle ils sont partis, qui est The Facebook, où tu vas retrouver tous les gens de ton école, de ton université. Je sais pas, parce que quand ils l'ont sorti, dès le lendemain, ils avaient des milliers de personnes, toute l'école qui était dessus. Je pense pas que c'est le niveau... Je pense pas que ça a été les premiers à faire ça. C'était pas les premiers c'était Friendster. Mais donc du coup, c'est pas l'idée qui a compté, c'est la manière dont ils l'ont exécuté. Je sais pas, il y a eu le timing aussi. Bon, avant on parlait des heures, mais Friendster avait fait faillite. Enfin, moi, je pense que l'exécution vaut pour 99% de ton projet. Vraiment. Parce que l'exécution, c'est la manière dont tu itères, la manière dont tu modifies, la manière dont tu corriges la course de ton projet, qui permet au projet en fait d'évoluer. Ouais, et en fait, c'est cette exécution qui va rendre l'idée meilleure et meilleure. Bien sûr. Parce que tu l'affines. Exactement. Et que même si t'es parti dans la mauvaise direction, l'exécution te permet de rattraper ça, quoi. C'est ce que je pense. Et je pense que comme Google, c'est pas une bonne idée à la base. Le génie de Google, la bonne idée, c'est le modèle économique, qui est venu tard. Il y avait aussi quand même quelque chose qui était différent chez Google, c'était la simplicité. La manière dont ils avaient de trier aussi. Ouais. Mais je pense pas que d'un point de vue user, ça soit vu. Non, pas forcément. Ce qui est très fort dans Google, c'est la simplicité de l'interface. Le côté hyper neutre de l'interface et le modèle économique qu'ils ont mis en place derrière. Et ça, je pense pas que ce soit au jour 1. Je suis pas sûr qu'ils avaient cette idée-là. Non, sûrement pas. Et donc, l'exécution qui a permis de financer l'empire, le fucking empire qui est Alphabet aujourd'hui, pour moi, est associé à l'exécution plus qu'à l'idée. Parce que il y avait d'autres moteurs de recherche. Petit retour en arrière. Tu dis, les premières idées qu'avait Google, c'était pas ça. Mais toi, c'était quoi ta première idée? Parce que maintenant, tu dis, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le storytelling. Ouais. Et j'ai l'impression que le storytelling se fait beaucoup a posteriori, tu vois. C'est du storytelling rétroactif, un peu. C'est-à-dire qu'on re-raconte un peu l'histoire. Et est-ce que quand t'as commencé, tu te disais, moi, je veux apporter une touche d'optimisme chez les gens, en créant du contenu? Non. Qu'est-ce que je me suis dit et pourquoi j'ai monté Darwin? Après un an en agence de pub, ce que j'ai voulu faire, c'est faire ce métier-là, créer des campagnes digitales originales pour des marques d'entertainment. C'est-à-dire aider des marques d'entertainment, télévision, cinéma, à mieux communiquer dans un monde qui se digitalisait. Donc ça, c'était en 2011. C'était mon point de vue. J'ai en fait tout simplement cherché une boîte, une agence, une structure qui faisait ça. Tu vois, j'ai googlé, aussi simple que ça. J'ai cherché, est-ce qu'il n'y a pas des structures qui font ça en France, où je pourrais m'épanouir? C'est cool l'agence de pub, mais je voudrais le faire dans un secteur qui me correspond plus, qui me passionne plus. Et en fait, j'en ai pas trouvé.
j'ai pas trouvé, quoi. Tu montes, tu fais une recherche, tu trouves rien, bah tu dis, il y a peut-être une place, en fait. Tu vois, le monde est en train de se digitaliser, je l'ai vu dans mon agence. Le monde de l'audiovisuel va se digitaliser aussi, mais il en a peut-être pas encore conscience ou peut-être pas encore les ressources nécessaires pour le faire. Et je me suis tout simplement dit, si je le fais bien, je peux très vite être riche en faisant très peu d'efforts. Je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé sur les 2 derniers points. Je me suis dit, je pourrais être un consultant qui conseille les marques à de l'audiovisuel, de l'entertainment, à travailler sur leur développement digital. Et en faisant ça, je pourrais prendre plein de blé. Je me suis tellement trompé. Pourquoi, tu penses? Je me suis tellement trompé parce qu'en fait, j'ai jamais été attiré par l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les projets. Et la vision que j'avais, qui était un peu un cabinet de conseil, c'est-à-dire qui te donne les conseils, qui te fait la roadmap, mais qui derrière n'exécute pas, pour moi, c'était super frustrant. C'est-à-dire qu'en gros... T'as commencé comme ça? C'est la première version de ta boîte? Ah, okay. La vision, c'était conseiller les gens, faire des PowerPoint, leur dire ce qu'ils devraient faire et leur laisser le faire. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, l'idée mal exécutée, elle est gâchée. Et donc du coup, je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait exécuter l'idée. Il fallait exécuter l'idée. Et à partir du moment où tu exécutes l'idée avec ton client, tu deviens une agence. Et je me suis rendu compte que c'est c'est ce dans quoi je m'épanouissais. Aussi, la notion d'avoir une bonne idée et de porter ton idée jusqu'au public, que le public apprécie et que tu vois qu'en fait, t'avais raison. Que t'avais raison, t'arrives à connecter les gens, t'arrives à faire la promotion, t'arrives à atteindre les objectifs, t'arrives à connecter les gens entre eux, t'arrives à avoir les bons résultats, t'arrives à dépasser même les résultats et donc du coup, tu peux être fier de toi. Et le premier succès que vous avez eu, c'est ce partenariat avec Bref, enfin le travail que vous avez fait sur Bref de Canal+. Exactement, c'est vraiment la chance que j'ai eue, l'énorme chance que j'ai eue, et c'est pour ça que j'allais te demander si c'était un coup de chance, parce que j'ai l'impression que toutes les bonnes histoires commencent avec un petit coup de chance. Alors, j'aurais envie de te dire que je crois pas à la chance. Je pense que la chance vient à ceux qui la préparent. Je pense que la chance sourit aux audacieux, et que c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours. Tu vois, c'est pour ça, be nice, ça peut sembler un peu naïf, mais je pense qu'en fait que si t'es sympa, si tu communiques bien, que tu bosses dur, les étoiles s'alignent pour toi, vraiment. Donc l'histoire, c'était qu'en fait, parce que je suis passionné de médias, j'ai fait un master de médias. Dans ce master de médias-là, j'ai rencontré des gens qui travaillent en médias. Les équipes, le producteur de Bref en fait partie, mais je ne savais pas. Mais je connaissais les équipes de Canal+, parce que j'avais un confrère de master, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui était chez Canal+, au moment du lancement de Bref. Et quand j'ai monté ma structure, je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la liberté absolue. Ça me permet du coup de bosser sur des choses que j'adore. Personne ne va m'imposer les sujets sur lesquels je vais travailler, je vais choisir moi-même. Et je me suis dit, quitte à être au chômage et monter ta boîte, et être en caleçon chez toi toute la journée, travaille sur quelque chose qui te fait kiffer, travaille sur quelque chose pour lequel tu es prêt à bosser 80 heures par semaine. Et à ce moment-là, c'était Bref. Ça venait de sortir, c'était extraordinaire. C'était ouf. Ouais. C'était dingue. C'était en plus le mélange parfait entre une culture digitale très forte et un contenu audiovisuel. Ça correspondait exactement au positionnement que je voulais donner à Darwin. Tu vois, stratégie digitale, entertainment, télé. À l'époque, ça s'appelait Social TV. Et donc du coup, j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est génial, c'est tellement malin, ils ont tout compris, il faut absolument que je bosse pour eux. Ou en tout cas, naturellement, j'ai eu plein d'idées pour eux. Je suis allé présenter ça aux équipes de Canal+, parce que j'avais un confrère de promo là-bas. Ils ont aimé. Ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont passé finalement ma présentation en interne aux équipes de la direction artistique de Canal+, qui ont aussi trouvé ça intéressant. Moi, j'avais 27 ans, j'avais jamais monté de boîte de ma vie. J'avais toujours été un mec planqué dans des boîtes à bosser en étant le N-42 et en faisant mes petits sujets. Là, je me retrouvais dans des bureaux de patrons qui me disaient mais comment vous voyez ça, comment vous le financez. J'avais pas monté ma structure encore. Et en fait, les équipes de Canal me disent ok, c'est parti. Et ce premier projet-là, on le veut dans 15 jours. J'avais pas de boîte. Et combien t'avais facturé, si c'est pas indiscret? J'avais facturé 33 000 euros. 33 000 euros pour créer un produit, designer, créer un produit, faire une application Facebook, faire l'RP, faire la livraison des kits RP à peu près 100 journalistes et blogueurs en France, et tout ça évidemment tout seul. Et t'avais combien de temps pour le faire? J'avais 15 jours. J'avais 15 jours. Donc pourquoi j'avais 15 jours? Parce qu'en fait, cette campagne avait du sens dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui a lieu le 1er décembre. Et j'avais proposé ça, moi je crois, le 15 novembre. Ils m'ont dit c'est canon, on y va. Et donc du coup j'ai eu 15 jours pour tout faire, quoi. Et j'étais tout seul. Le plus fou, c'est qu'en fait,
il y avait des coûts de développement, des coûts de direction artistique, des coûts de production, parce que je fabriquais vraiment un produit. J'avais 0 thune. J'avais mes allocs, des acidiques qui tombaient. Canal+, j'imagine qu'ils t'ont payé après. Bah, Canal+, normalement, tu payes 60 jours fin de mois, quoi. Ouais. Donc, en gros, galère. J'ai réussi, en fait, à négocier qu'ils me fassent un chèque. J'avais même pas de compte en banque. J'avais pas créé la boîte, j'avais pas de compte en banque, en gros, donc j'ai bidouillé. J'ai passé à peu près un tiers du temps de production à monter les statuts de la boîte pour pouvoir encaisser le chèque qui pouvait me permettre de payer qui me permettait de payer les prestats. Ah ouais, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais en même temps, la chance sourit aux audacieux. Tu vois, aller voir des gens en disant oui, je peux le faire, en n'ayant aucune idée de si t'es capable de le faire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là, 5 ans après, avec une boîte qui se déploie à l'international. Donc du coup, on a fait tout ça. Enfin, quand je dis on, c'est moi hein, et mes 10 petits doigts, avec quelques partenaires qui m'ont vraiment aidé. Et puis j'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des collègues qui ont vraiment vu dans mon projet entrepreneurial des choses intéressantes, du coup, qui m'ont aidé. Et à designer les cartes de visite, designer le site, designer les applications, me donner des contacts pour produire et designer le packaging. Et en fait, on a lancé la campagne qui s'appelait Bref, sortez couvert. C'était une campagne de lutte contre le sida en partenariat avec Bref, et ça a tout cassé. C'est-à-dire que ça a tout explosé. On a mis en ligne l'application avec un post Facebook. C'était l'époque où il y avait encore des applications Facebook. Donc le truc a cartonné. On a récupéré des datas, donc les adresses mail des utilisateurs, et au bout de 5 minutes, en fait, l'application était offline. Donc en fait, Canal t'a payé 30 000 balles pour une application Facebook sur Bref, qui est un peu la série dont tout le monde parle en termes d'engagement, de communication, génère des dizaines de milliers de commentaires, et au bout de 10 minutes, ça marche pas Canal fail, c'est foire, nanana, et donc toi t'es en train de lancer ta première campagne, en fait, ton truc ne marche pas. Au bout de 5 minutes, sur la marque la plus chaude de l'audiovisuel. Et donc là, énorme fail, je flippe un peu, j'appelle les équipes de Canal, je leur dis voilà, je comprends, enfin j'appelle mon dev qui me dit je sais pas ce qui s'est passé, j'appelle les équipes de Canal en disant je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, l'application est offline, et ils me disent ok, on vient vers toi, ils appellent l'équipe de Facebook, et les mecs de Facebook leur disent en fait, on a eu tellement de connexions sur cette application-là qu'elle a été flaguée chez Facebook et qu'ils l'ont retirée. Et dans 5 minutes, ils vont la remettre en ligne. Mais ils ont jamais vu ces niveaux d'engagement et de connexion sur une application en France, et donc du coup, pour eux, c'était un spam. Donc le truc a cartonné en fait, elle a été victime de son succès, on a fait finalement tomber l'application Facebook, qui a été remise ensuite. En RP, ça a cartonné, Le Parisien, Le Grand Journal, enfin, Biba, Glamour, la presse en a parlé unanime. Et ce qui est très beau, c'est que 15 jours après, en fait, on a gagné le premier prix publicitaire de l'agence sur cette campagne-là. Donc, bref, sortez couvert, c'est la première campagne de Darwin que j'ai produite seule. C'était avec la capote des vrais bonhommes. Capote 3000, capote des vrais bonhommes, exactement. C'était ça. Donc ça, c'était une idée que j'avais fait comme un mec seul qui avait envie de bosser sur des sujets qui lui plaisent, et ça s'est transformé en première campagne. Non, une idée qui peut paraître une idée à la con un peu dans un sens. Ouais, mais c'est en fait comme tu le disais tout à l'heure, c'est la bonne idée au bon moment. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Offrir des capotes au moment de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est une manière nouvelle et intéressante de lutter contre le sida. Bref, qui naturellement. En fait, le timing est hyper important. Toujours. Donc c'est comme ça aussi qu'on marque les esprits, c'est d'avoir le bon. En fait, la bonne idée, la bonne exécution, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit au bon moment. Parce que avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et comment tu fais alors? Comment tu sais que tu le sens? Tu le sens un peu, après Ou est-ce que les idées te viennent justement parce que t'es dans ce timing-là et t'as des idées qui vont te venir qui sont pertinentes? Je pense que le bon moment, tu le comprends aussi parce que moi et les équipes de Darwin sont en veille permanente. Donc tu vois en fait des tendances de fond, tu vois si ce que tu produis là est moderne, et est-ce que c'est moderne et dans la continuité de ce qui existe déjà, donc dans ce cas-là c'est pas très innovant, ou est-ce que c'est vraiment en rupture où t'es là genre ah ouais, ça me dit rien en fait. J'ai pas de souvenir de quelque chose de similaire. Du coup, pour nous qui cherchons la création et l'innovation, le timing est très important. C'est-à-dire qu'en gros, sur certaines des campagnes qu'on a pu produire, on tremblait en se disant cette idée elle est tellement simple, elle est tellement maligne qu'on a peur que quelqu'un la sorte quelques heures avant nous. Tu vois. Et c'est déjà arrivé? Non. Ça nous arrive de voir des idées qu'on n'a pas réussi à vendre ou produire à des clients, qui sont produites par d'autres, et là on se dit mais putain, c'était une bonne idée mais pas pour la bonne personne ou pas au bon moment. Mais il nous est jamais arrivé de se dire, le directeur de création, qui est mon directeur général adjoint, Jérémy, m'a dit votre campagne Swap, vous avez bien fait de la sortir parce qu'en fait on était sur le point de sortir quelque chose de similaire pour un constructeur automobile. Parce que les gens ont quand même les mêmes idées, plus ou moins. J'ai l'impression que les idées se diffusent un peu. Bien sûr, c'est-à-dire que
Comme quand tu vas dans des concours de start-up, par exemple, t'as 5 startups qui te pitchent la même application et en fait, chaque année, t'as les mêmes idées qui arrivent comme ça. Je pense que le monde s'uniformise de plus en plus. C'est-à-dire que t'as potentiellement 7 milliards d'êtres humains qui lisent Mashable et qui voient les trends de Mashable, qui voient du coup que la VR c'est intéressant et qui du coup vont tous se dire individuellement et séparément, tiens, on devrait faire un truc sur la VR. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre n'importe quel truc et arriver à raconter une super histoire avec et à marquer les esprits? Avec du talent, oui. Par exemple, si on prend ce podcast, Nouvelle École, comment on ferait pour le faire, pour que tout le monde sache que Nouvelle École existe, que beaucoup de gens sachent que Nouvelle École existe? Alors, pour que tout le monde sache que il y a déjà quelques millions. Millions. C'est bien, vous avez plus besoin de moi. Une petite base. Je pense qu'en fait, l'authenticité est importante, la détermination du public que tu peux avoir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas que tout le monde pourra entendre parler de la Nouvelle École parce que tout le monde ne s'intéresse pas au sujet de l'entrepreneuriat tel que tu le traites aujourd'hui. Donc, ce qui est d'abord intéressant de définir et important, c'est l'objectif. Quand tu dis tout le monde, c'est quoi? Est-ce que tu vas être dans Forbes 30 mecs sous 30 ans? Non, je vais avoir 1000 vrais fans. Tu vas avoir 1000 vrais fans? Tu vois. Bah, je sais pas si tu connais cette ouais, bien sûr. théorie. C'est Seth Godin. Kevin Kelly, je crois. Ah, je pensais que c'est Seth Godin, c'est chez lui que j'ai dit ça. Si tu vas avoir 1000 vrais fans, conseil très simple. Fais 1000 bonnes interviews. C'est vrai. Je pense que si tu fais 1000 bonnes interviews, ce qui peut te prendre potentiellement, vas-y, tu peux faire 5 interviews par jour. Ouais, si j'arrête tout le reste. Ouais, mais tu vois, si t'arrêtes tout le reste, tu fais 5 interviews par jour, ça te fait, vas-y, 25 si tu bosses du lundi au vendredi, ça t'en fait, vas-y, 10 par week-end si tu bosses que le week-end. 10, ça te prend 100 jours, ça te prend 3 mois. Et ça te coûte zéro. Moins l'argent pour les trucs de base. Voilà. Donc du coup, je pense que si tu fais ça, je pense que tu auras beaucoup plus que 1000 vrais fans. Parce que si tu sélectionnes bien les 1000 mecs que t'interviews, eux seront une caisse de résonance pour toi. Et je pense que du coup, à moindre coût, en moins de 3 mois, et je devrais peut-être faire une content marketing avec cette stratégie que je viens de te sortir au débeauté, mais je me dis, il y a peut-être un truc intéressant là-dessus. Vraiment, je pense qu'en fait, si ton produit, c'est l'interview, est-ce que tu fais... D'ailleurs, et là, tu peux raconter une histoire. C'est le mec qui fait... le Tour de France. Le Tour de France, qui fait 5 interviews par jour. Exactement. Et t'as un espèce de mec un peu fou qui fait 10 interviews par jour. Et qui... Tu vois, donc du coup, là, donc en fait, dès qu'il y a un effort un peu particulier, il y a une histoire à raconter. Exactement. C'est comme vous qui vendez des bouts de... Mais je pense que ça marche aussi sur l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais vraiment ces 1000 interviews, que ça te prend vraiment 3 mois et qu'on peut vraiment suivre ça, c'est réel, c'est concret, et du coup, on va avoir de l'empathie pour toi. On va se dire, ah, ok, ce jeune mec, il a 25 ans, il a fait le Tour de France en stop, ou en blablacar, ou en je ne sais quel moyen de locomotion. Il s'est débrouillé en 8 bus pour aller aux 4 coins de France, interviewer 1000 personnes. Il a mis tout l'argent de ses économies pour faire ça. C'est une histoire qui est intéressante. Tu vois, c'est une histoire que tu as envie de suivre. C'est humain. C'est pas marketing, en fait. C'est humain. Ouais. C'est Antonin. Ah ouais, le mec, il se galère. Ah bah, j'ai un pote qui le connaît. Mais tu sais quoi, c'est le frère de ma cousine. Attends, il a interviewé. Et du coup, si tu choisis bien aussi ton réseau de 1000 personnes, et t'arrives à mapper un peu la France avec des gens intéressants, je pense que du coup, tu crées un écho. Tu crées un écho, et puis tu auras 3 degrés de séparation avec tout le monde que tu veux toucher. Oui, parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on a que 3 degrés de... 6, mais apparemment, depuis qu'il y a Facebook, c'est 5. Ah bon. C'est ce que j'ai lu sur Internet. Et toi, du coup, t'essayes de mettre cette composante humain dans tous les trucs que tu fais? Super important. Je pense que la réussite entrepreneuriale ou l'aventure entrepreneuriale n'est possible qu'avec des équipes et des talents qui ont envie de porter le projet. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales dans la structure que j'essaie de monter. C'est la culture, parce que c'est le ciment entre les hommes, en fait. Voilà. Et pour ça, t'as le Darwin Code. Exactement, j'ai créé il y a 3 ans de ça un document qui s'appelle le Darwin Code, qui est à la base une présentation PowerPoint, qui est devenu un compte Instagram que vous pouvez suivre aussi si vous le souhaitez, qui raconte en fait... C'est quoi le pitch? Non, le handle. C'est @Darwin Code. @Darwin Code. Où on décrit en fait toutes les valeurs qui constituent la culture de Darwin. Voilà. Donc, quelles sont les 8 valeurs fondamentales de Darwin? Donc, défonce, adapte, respecte, entreprend, vision, visible, innove, entertain. Voilà. Donc, ça, c'est les 8 valeurs fondamentales. Comment est-ce que chacune se décline individuellement? Et ça, c'est ce qui... La première valeur, c'est défonce. Défonce. La qualité, mec. C'est une très bonne valeur. La qualité, défonce. Et c'est intéressant parce que j'ai essayé de chercher des valeurs universelles qui puissent fonctionner dans 2 langues. Donc, adapte, respect, entreprend, innove, vision, visible, entertain, ça marche. Ouais. Défonce, en fait, j'arrive pas à le traduire. Donc, j'ai gardé défonce. Et je trouve que du coup... Quand tu le traduis en anglais, c'est défonce.
Du coup, ça garde les racines françaises de l'agence. C'est un mot que on a vraiment Parce essayé que de trouver. Darwin, c'est un jeu de mots sur Darwin et sur le fait d'oser et de gagner. Alors, c'est beaucoup plus un jeu de mots sur le fait de oser gagner. D'accord. C'est pour ça que même aujourd'hui, on met un point pour que les gens comprennent bien que c'est Dare D'accord. Win. Parce que je trouve que l'histoire est sympa de dire aussi que c'est... C'est l'évolution. Ouais, la sélection naturelle. Ouais, mais c'est moins l'histoire qui nous correspond. D'accord. L'histoire qui nous correspond, c'est vraiment le mec qui a pas de compte en banque, qui va demander à 30 000 balles à Canal, et qui 15 jours après pète Internet. Ouais. Tu vois, c'est plus ça que l'évolution, c'est plus l'idée de dire go big or go home. Tu vois, faire voir les choses en grand. L'entrepreneuriat, oser des choses et s'entourer de gens à l'agence qui entreprennent. Tu vois, c'est le E de Darwin. C'est aussi une valeur. Et donc, quand tu recrutes, tu demandes à ce que ces gens aient lu le Darwin Code? Alors, c'est pas quand je recrute, je demande à ce que les gens aient lu le Darwin Code. Dans le processus de recrutement, tu peux pas avancer dans le processus de recrutement si t'as pas lu le Darwin Code et répondu à un questionnaire associé. Parce que c'est important pour moi que les gens qui rejoignent l'agence aient conscience des valeurs qu'on y vit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie que les gens soient déçus ou qui rejoignent une aventure qui ne leur correspond pas. Donc, je préfère que les gens lisent qui on est, découvrent qui on est, sont auquel on croit. Et si ça ne leur plaît pas, si ça ne leur correspond pas, qu'ils ne viennent pas. Tu vois, c'est une économie de temps, quoi. Si tu crois pas dans le côté visible et communicant, si tu crois pas qu'il faut une vision claire, si tu crois pas dans l'amusement et dans la qualité avant tout du défonce, il faut pas que tu viennes chez Darwin. Et comment tu fais alors pour convaincre? J'imagine que du coup tes compétences en storytelling, etc. te servent aussi pour recruter les gens, pour raconter une histoire, pour donner envie aux gens de joindre ton projet. Alors il y a les gens. Parce que comment tu fais pour donner un sens de... Je demande ça parce que moi je vais être amené à recruter sûrement. Je le souhaite. Et du coup, comment tu fais pour donner un sens de mission commune? Alors c'est ça passe par plusieurs choses. Ça passe pour moi avant tout, et je pense qu'un des endroits, un des domaines dans lequel j'ai une qualité, c'est la vision. Quand je dis aux gens j'ai envie d'être la meilleure agence d'entertainment du monde et que les gens étudient le parcours de Darwin en 5 ans, déploiement en France, déploiement international, diversification, image de marque, qualité des recrutements, qualité des productions, prix internationaux gagnés, ils voient que c'est pas une vision. C'est une vision qui est enrichie d'actions et de succès concrets. C'est une vision exécutée, en fait. Exactement. Et donc, du coup, quand tu vois la vision à long terme, tu te dis que potentiellement, c'est très plausible chez nous, en tout cas. Et que tu as envie de rejoindre ce type de projet-là. Après, on vient de faire une étude interne sur comment se sentent les gens chez Darwin, ce qui est important, comment se sentent les Darwiners, comme on les appelle. Et le premier item qui vient quand on demande aux gens qu'est-ce qui leur plaît le plus chez Darwin, c'est les gens. Les gens dans leur diversité, les gens dans leur originalité, les gens dans leur rapport à l'entertainment. T'as que des gens passionnés ici. Donc entre gens passionnés, ça marche bien. Et en même temps, t'as du mélange. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont que anglophones. Tu vois, t'as des Nigérians, t'as des Anglais, t'as des Hollandais, qui sont des anglophones purs. T'as des hommes, des femmes. Enfin, évidemment que t'as des hommes, t'as des femmes, mais t'as tous les âges. T'as des gens de quarantaine jusqu'à des gens de 20 ans. Et on a une structure qui est très ouverte, en fait, sur le type de recrutement. Je recrute plus les gens basés sur qui ils sont que ceux qui savent faire. Parce qu'en fait, je considère que c'est hire for personality, train for skills. Quoi que tu veuilles apprendre globalement chez Darwin, tu peux l'apprendre si t'en as l'envie et l'énergie et le temps. Mais la personnalité, elle ne change pas. Elle ne change pas. Les gens sont tels qu'ils sont. C'est dans le marbre, en fait. Tu peux ajuster si t'es un ado. Mais globalement, les professionnels qu'on embauche, même quand ils ont 20 ans, leur personnalité est finie. Donc tu pourras pas la changer. Et tu fais très attention à ça. Je fais énormément attention à ça, parce que tu recrutes des... Tu t'es déjà trompé? Je me suis souvent trompé, même. Ouais. Ah oui, évidemment. Sinon, t'avances pas. Ah non, sinon, non, évidemment, je me trompe et je considère qu'il faut se tromper beaucoup et vite. Du coup, tu aurais tendance à donner sa chance à quelqu'un, quitte à arrêter l'aventure rapidement. Absolument. En fait, j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hein. J'ai eu la chance de bénéficier de ça quand je suis rentré chez Buzzman sur la base d'un tweet et de 40 jours de mon travail. Pas sur tout le reste, en fait. C'est ma personnalité et mes achievements que j'ai réussi à construire qui m'a permis de rentrer dans cette boîte. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait le volume de travail nécessaire et j'ai obtenu les résultats nécessaires pour qu'ils considèrent que c'était pertinent de me garder, que j'avais bien fait de rejoindre les rangs. Mais ayant bénéficié de ça, je pense que le monde est fait de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer s'ils sont placés dans le bon contexte. Et donc, chez nous, Darwin, c'est très important que les gens comprennent le contexte pour qu'ils puissent
déterminer si oui ou non c'est le genre de contexte dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. On va vite, on parle anglais, on est exigeant, on bosse dur, on s'amuse dur, on te challenge, on te pousse, on te laisse de manière autonome. Ça correspond pas à tout le monde. On a une culture qui est à mi-chemin entre vraiment l'entertainment, le côté communication et le côté startup. On a un mélange de ces trois items-là. Ça correspond pas à tout le monde. Donc c'est très important pour moi de continuer en fait à chercher des profils, et j'ai une équipe qui travaille là-dessus, notamment Grace qui travaille ardemment sur la recherche de talent, qui se penche vraiment sur ces problématiques-là et qui garde cette notion de même si on avance et qu'on se structure et qu'on se professionnalise, on a besoin d'avoir cette diversité-là, parce que je considère que les sujets qu'on traite sont beaucoup plus complexes, et plus on a une diversité de profils, plus on peut avoir des points de vue différents et appréhender la complexité de nos sujets de manière intéressante. Si j'ai que des X dans ma boîte, en fait, on va toujours aller vers une manière de faire X. Si j'ai des gens de toutes les écoles, des gens qui n'ont pas fait d'école, des gens qui sont jeunes, vieux, nous on a des gens qui viennent de Paris, des gens qui habitent en Normandie, qui font l'aller-retour tous les jours. J'adore me dire qu'il y a quelqu'un qui est en Normandie, parce que je me dis en fait, la vie de cette personne qui s'appelle Nour n'a rien à voir avec le reste de l'agence. Ses réflexes, ses contacts, son quotidien, ce qu'elle voit, son entourage n'a rien à voir avec celui des autres personnes de l'agence. Donc, elle arrive avec une problématique de province, tous les jours, que nous, Parisiens du 11e, n'avons pas. Donc toi, tu prends tous ces gens et tu essayes de les faire grandir, mais toi, comment tu fais pour continuer à grandir, à progresser, à pas rester, à pas atteindre une sorte de plateau finalement? Alors, il y a 1 an de ça, j'ai pris une décision qui est pour moi une des meilleures que j'ai prises en 5 ans. Parce que j'ai eu des échecs, mais aussi quelques petits succès et quelques petites bonnes décisions, enfin nombreuses en tout cas. Je me suis entouré d'un board. Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était très difficile pour moi, arrivé à un certain stade, de naviguer sans pouvoir me référer à des gens plus experts, plus savants, plus intelligents que moi. Donc génial d'avoir une équipe de gens brillants, motivés, etc. Mais il m'est apparu comme nécessaire de m'entourer d'un board de professionnels qui sont très forts dans des sujets sur lesquels je suis très faible. Et qui ont pas des parts de l'agence, mais qui ont un intérêt et un affect pour Derwin, et qui régulièrement se réunissent autour de moi pour parler de la trajectoire que pour l'agence, des problématiques que connaît l'agence, des envies de développement qu'a l'agence, et argumenter. Donc j'ai un conseil de sages au-dessus de moi qui me disent « Mais ça, en fait, c'est con. » Tu vois, quand t'es patron de ta boîte, il faut que t'éduques tes collaborateurs à être capables de dire « Je pense que c'est une bêtise », mais t'as aussi besoin d'un point de vue externe de personnes qui vont dire « En fait, c'est super con ce que tu fais », ou « C'est super bien, et même si tout le monde te dit que t'as tort, je pense que tu devrais y aller ». Donc, s'entourer de gens meilleurs que soi, en dessous ou au-dessus, c'est primordial pour moi. Et même quand t'es patron d'une boîte, t'as la possibilité, en fait, de t'entourer d'un board, de conseillers et de conseillères, qui t'aident à avancer, qui t'aident à te guider. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai démarré il y a 1 an, et j'estime que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en termes de réseau, en termes de point de vue externe, en termes de distance, en termes de conseils, en termes de réconfort. Tu vois, genre c'est une réalité que le entrepreneur, quand t'as pas de partenaire, ou quand t'as pas d'associé, comme c'est le cas pour moi, c'est un travail qui peut parfois être très très solitaire. Tu vois, t'as la lourde responsabilité. D'ailleurs, il y a des fois où c'est déprimant ou... Déprimant, enfin, j'ai pas connu la dépression, mais je pense que c'est quelque chose qui te confronte à de très fortes responsabilités. À de très fortes responsabilités, parce que tu as si tu veux, tu es responsable du quotidien de collaborateurs, 10 heures par jour, 52 semaines par an. Tu es responsable de leur salaire, de leur revenu, de leur bien-être, de leur santé, de leur évolution. Tu vois, tu passes plus de temps avec tes collaborateurs qu'avec ta femme. Donc, c'est important de créer un environnement où les 5, ou les 2, 5, 10, 500, 1000 employés que tu as s'épanouissent en fait. Comme je te disais, moi je m'intéresse beaucoup à l'humain. Donc les gens qui sont dans l'équipe d'Erwin font partie des gens pour qui je me préoccupe. Donc c'est un challenge que je trouve intéressant, mais qui parfois est difficile. Et c'est quoi les zones sur lesquelles t'es nul alors? Sur quoi je suis nul? Ouais. Je pense que je suis pas excellent en structuration. Vraiment. Je pense que c'est un vrai point d'amélioration de l'agence. Je pense que ce sur quoi je peux m'améliorer, c'est aussi structuration, je pense que c'est un vrai point d'amélioration. Communication, je pense que je gagnerais à être plus franc, tu vois, mais j'ai parfois du mal. Prendre moins de pincettes, tu veux dire? Tu vois, je pense que la franchise c'est important, mais c'est parfois douloureux. Et c'est dur de jongler entre manager et pas
amener les gens au point de rupture, mais en même temps être suffisamment franc pour que la réalité des faits, la réalité des besoins, la réalité de la situation soit claire. C'est pas toujours facile, tu vois, de ménager ça. Et puis du coup, dans un contexte où t'as besoin que les gens restent motivés et avancent, quoi. Je pense que c'est un vrai challenge pour moi. Et voilà, je pense que je suis parfois, je bouillonne d'idées. Et je pense que parfois j'ai du mal à hiérarchiser ces idées. J'ai envie de tout faire. Je suis un gourmand. Tu vois, je suis un gourmand, j'ai envie de tout faire. Comment ça se fait, tu penses que tu as autant d'idées? Est-ce que c'est un truc que tu travailles ou c'est en fait, c'est quelque chose qui est naturel, tu penses? Je pense que le cerveau, c'est un muscle. Je vois le cerveau comme un muscle qui, plus tu l'entraînes, plus il s'exerce. C'est comme je suis un créatif et que j'adore ce que je fais et que je bosse des dizaines d'heures par semaine. Je pense que naturellement, mon cerveau, du coup, voit en fait, c'est intéressant, je vois le monde comme un monde d'opportunités. Je vois dans tout ce que je fais, dans tout ce que je lis, des opportunités potentielles en fait. Tu vois, je fais une interview avec toi, je me dis, mais en fait, la première chose que je t'ai dit quand t'as placé tes micros sur la table, Faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça pour les clients. Opportunité, idée, exécution possible. Et pour moi, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une de mes vraies qualités, d'être capable de créer de la valeur à partir de très peu. Et donc tu vas aller piocher les ressources pour exécuter tes idées. Exactement. Et donc ça, c'est... Parce qu'il y a aussi un peu le piège. Moi, je dirais que parfois, le piège dans lequel je tombe, c'est je vais vouloir tout faire moi-même. Ouais. Je vais vouloir exécuter mes propres idées, tu vois. Et c'est vrai que si t'arrives à utiliser, à prendre des leviers, et tu peux décupler, en fait, ta force de... En fait, je le résume ça dans une phrase qui me dit, seul tu vas vite, à plusieurs tu vas loin. Et du coup, la chance que j'ai pu avoir, en tout cas avec le développement de cette structure-là, c'est la capacité à recruter des talents qui aident, en fait, à porter la vision et qui aident à porter l'agence pour aller plus loin. Seul, je suis allé vite, en fait. Tu vois, au bout de 15 jours, j'ai sorti ma première campagne. Je suis allé vite. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est aller loin. Donc, trouver les bonnes personnes, trouver la bonne organisation, trouver les bons projets, et surtout, très important, manager, tu vois, aider les gens à grandir. Ça, je pense que c'est aussi une des vraies difficultés et ceux auxquels les gens sont très peu préparés, en tout cas j'estime très mal préparés. Apprendre à manager, c'est difficile. Gérer les hommes, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus dur que de gérer le business. Gérer les hommes, pour moi, c'est là où le projet se fait ou se défait. Est-ce que tu arrives à gérer les hommes pour aller là où tu veux aller, quoi? Finalement, tout seul, c'est facile au début. Quand t'as une petite équipe, avec tes potes. c'est plus facile, ouais. Franchement, c'est plus facile, mais c'est peut-être moins gratifiant. Tu vois, la surprise qui est générée quand tu vois que les équipes que tu as mis en place avancent, te surprennent, dépassent ce que tu avais anticipé, c'est hyper jouissif. Tu vois, c'est hyper intéressant de voir des gens évoluer, tu vois, de voir des gens prendre en responsabilité, prendre en maturité, même partir dans d'autres structures, prendre des super postes. Tu dis, c'est cool, en fait, on a créé quelque chose ici qui a de la valeur. Et c'est la valeur, tu la vois aussi quand les gens partent. Et tu dis, putain, en fait, c'est cool ce qu'on a fait. Tu vois, et puis c'est le on. Quand t'es petit, c'est le jeu. Quand tu deviens une structure, ça devient le on. Et du coup, c'est aussi le on qui est, tu pars en vacances pendant 3 semaines, tu reviens, les choses ont avancé, les choses se sont faites. La non-dépendance, moi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je ne veux pas, je dis souvent que Darwin soit Wally-centrique. Tu vois, je veux la pérennité d'une structure. T'essaies de construire un truc qui marche en toi. Ah, super important. Pour moi, c'est fondamental de mettre en place une structure. Mon rôle, c'est d'assurer la longévité de cette boîte. C'est de dire que si demain j'ai un accident de voiture et que je suis et que mes 2 bras sont cassés, et que je suis dans un plâtre de la tête aux agences pendant 1 mois, que les choses vont marcher et vont très bien marcher. Je pense que c'est un des enjeux fondamentaux quand tu passes un certain cap, de mettre en place des structures et des outils qui permettent finalement à la machine, pour en parler un peu industriellement, la machine de bien avancer, quoi. Pour moi, c'est clé. Même sans tomber dans le Tim Ferriss, bien sûr. Ouais. Pour faire écho à Tim Ferriss, il y a quelques années, donc t'es parti, t'as fait le tour du monde. Ouais. T'as voyagé pendant 18 mois. Ouais. T'es allé partout. Pas partout. Et où est-ce que t'es pas allé? En fait, plus tu voyages, plus tu sais que t'as rien vu. Donc, il y a tellement d'endroits que j'ai pas vu, quoi. Mais j'étais, oui, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Je suis parti de l'Europe, je suis allé en Asie et je suis allé en Océanie. Mais il y a plein d'endroits que j'ai pas vu, quoi. Il y a un album Facebook avec plein de gens que t'as croisés qui tiennent tous une petite ardoise sur laquelle il y a un message. Ouais. Toi, si t'avais puisque on est dans le thème, si t'avais un grand panneau publicitaire et que tu pouvais mettre un message dessus, tu mettrais quoi? Un truc que tout le monde va voir. S'il y avait sans tomber dans un truc niais. Genre love, genre ça peut être love, c'est un assez bon message. S'il y avait un grand panneau public, alors
je vais te reposer une question en réponse à ta question. Il est où ce panneau publicitaire? Il est dans une ville et tout le monde le voit, quoi. Parce que tu vois, c'est le bon Tu peux message. le mettre où tu veux dans Paris. C'est le bon message au bon moment. C'est Tu vrai. vois, c'est comme toujours, c'est ça qui est important. Tu peux choisir l'endroit si tu veux. C'est quoi le but? C'est de faire passer un message que tu as envie de faire passer. Ah, c'est difficile. Sans être égoïste. Tu peux mettre un panneau moi. Ouais, mais non, pas intéressant. Il faudrait que j'y réfléchisse. C'est un très bon exercice en fait. Si je pouvais mettre un panneau à Paris, tu sais ce que je ferais? Je ferais un truc que j'ai vu en fait, qui me plaît beaucoup. Ça peut être un panneau animé. Ça peut être ce que tu veux. Ok, en fait, quand je vais au MIP à Cannes, qui est le salon de l'entertainment international, il y a un truc qui est assez cool que je pense devrait être mis en permanence dans toutes les villes. Il y a un écran géant qui diffuse en fait des sketchs de Juste pour rire. Tu sais, c'est des sketchs muets, mais qui sont des situations un peu gaguesques. Et du coup, c'est le mec, je sais pas quoi, il avance et puis il y a une vitre qui passe, il se mange la vitre. Enfin, c'est du gag très visuel, très simple. Mais qui fonctionne. Et en fait, c'est super intéressant parce que eux font ça Juste pour rire pour vendre leur catalogue et vendre leur contenu à l'international et l'exposent sur la Croisette, à Cannes. Et en fait, chaque fois que je vais à Cannes, je me dis que c'est fabuleux parce qu'en fait, t'as des passants, des badauds, qui marchent et en fait, à chaque fois, sont morts de rire. Tu vois, c'est un bon moment, ils passent, ils regardent 2 secondes et ils rigolent. Et je me dis, on a des panneaux publicitaires qui sont là pour t'envoyer un message pour que tu consommes. Je trouve qu'un panneau publicitaire où t'as du contenu comique, ça fera juste en sorte que les gens rigolent dans la rue. Et je me dis qu'en fait, c'est cool. Tu vois, personne n'a eu cette idée-là encore de dire on prend un panneau, on y met du contenu drôle, juste pour que les gens kiffent un peu. Et du coup, si je pouvais, si j'avais un panneau à Paris à mettre quelque part, je mettrais juste ça, parce que je trouve que du coup, tous les gens qui vont passer là vont rire. Et c'est un peu la mission de Darwin qui est d'aider les gens à se connecter à travers l'entertainment, et je pense que je ferais ça. Et du coup, super cool, parce que tu peux juste te poser dans la rue, voir l'effet, en fait, de ta communication directement, en comptant le nombre de rires déclenchés, quoi. Enfants, adultes, grands-parents, peu importe. Très simple, très cool, et très Darwin. Bon, merci beaucoup, Wallet, d'être passé sur Antonin. Nouvelle École. Pour que les gens puissent te trouver sur Twitter, c'est où? Word Wallet, Et pour trouver Darwin? c'est @Darwin Ah, sur non. Facebook, Twitter et Darwin Inside sur Insta. Dernière chose, j'ai vu que t'étais à Miami avec Booba il y a quelques semaines. Tu sais que Booba, ça va être l'invité de Nouvelle École un jour. J'espère. D'ailleurs, Nouvelle École s'appelle Nouvelle École d'une chanson de Booba. Grâce au Duc. Au Duc. Du coup, il fera partie des 1000 premiers ou pas? Il fera pas. Bah, j'espère. Cool. J'espère. Il va en entendre parler. Excellent. Merci, Wallet. Merci Antonin.